Mao Zedong, fondateur et dirigeant de la République populaire de Chine, meurt le 9 septembre 1976. Une question se pose alors, qui va le remplacer? Et l'enjeu est de taille, car la Chine fait face à de nombreux concurrents. Tout d'abord, il y a le Japon, qui fascine par sa réussite économique et la concurrence qu'il fait à l'Europe. Ensuite, la Chine doit affronter les dragons asiatiques, ces pays qui connaissent un envol économique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'agit de Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud et Singapour. La Chine doit donc réussir son ouverture économique si elle veut pouvoir s'imposer en Asie. Et ça, Zhou Enlai, le bras droit de Mao, en a bien conscience. Il veut lancer à partir de 1975 les 4 modernisations. Modernisation de l'industrie, de la recherche scientifique, de l'agriculture et de la défense. Pour Zhou Enlai, seul Deng Xiaoping est capable de mener à bien ce projet. Et pourtant, c'est Hua Guofeng qui succède immédiatement à Mao, car Deng Xiaoping n'accédera au pouvoir qu'en 1978. Et c'est lors de son accès au pouvoir qu'il a 3 grands projets. Tout d'abord, il cherche à réduire la masse démographique du peuple chinois. Il impose ainsi en 1979 la fameuse politique de l'enfant unique. Ensuite, Deng Xiaoping veut maîtriser le pouvoir. Lors des révoltes secouant Pékin entre 1978 et 1979, connues comme le printemps de Pékin, Deng Xiaoping n'hésite pas à faire tuer les manifestants. Enfin, il veut affirmer la grandeur de la Chine dans le monde. Et il souhaite pour ceci s'inspirer du modèle économique occidental tout en refusant la démocratie. On peut ainsi distinguer plusieurs phases dans le plan d'action de Deng Xiaoping. Tout d'abord, de 1979 à 1984, il lance la modernisation de l'agriculture, en imposant des quotas aux agriculteurs, puis en abolissant le monopole de l'État sur la production, et enfin en laissant les agriculteurs vendre librement leur surplus sur le marché. Entre 1980 et 1985, la production agricole augmente de moitié, la récolte des céréales augmente d'un tiers et celle de coton de 300%. La Chine ne connaît alors plus de famine et devient autosuffisante dans de nombreux produits alimentaires. Les entreprises rurales sont libéralisées et regroupées en coopératives, ce qui permet une modernisation rurale. De 1979 à 1989, le revenu des paysans augmente ainsi de plus de 350%. Et d'ailleurs, si tu aimes à 350% cette vidéo, on t'invite à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Mais revenons à notre sujet. Deng Xiaoping cherche ensuite à moderniser les villes, qui doivent être des vitrines de la Chine moderne. La population chinoise est encore majoritairement rurale, et Deng Xiaoping veut faire des villes des pôles de croissance. Il réforme notamment le monde du travail en privilégiant les entreprises industrielles les plus prometteuses. L'idée phare de Deng Xiaoping est de créer les ZES, zones économiques spéciales. Il s'agit de villes choisies où les investisseurs étrangers disposent d'avantages fiscaux spécifiques. 5 de ces zones seront d'ailleurs inaugurées entre 1979 et 1990. Malheureusement, la chute de l'URSS en 1991 marque un coup d'arrêt dans la politique chinoise qui perd un allié. De plus, les manifestations de Tiananmen réprimées violemment par le régime ternissent l'image de Deng Xiaoping à l'international. En 1992, ce dernier décide de reprendre la modernisation de la Chine en prônant une économie socialiste de marché. Il veut s'ouvrir au monde extérieur et surtout aux investisseurs étrangers. Les villes littorales comme Shanghai se dotent d'un port. Certaines provinces comme le Guangdong gagnent en autonomie d'un point de vue économique. La Chine, qui exportait au début des années 70 pour moitié des produits bruts et pour moitié de produits manufacturés, exporte à la fin des années 80 un tiers de produits bruts et 2 tiers de produits manufacturés. L'ouverture de la Chine, menée d'une main de fer par Deng Xiaoping, sera consacrée en 2001 par son entrée à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, l'héritage de Deng Xiaoping est encore très visible dans le pays. Les 4 modernisations ont permis à la Chine de devenir la seconde puissance mondiale, sans que la 5e modernisation, la démocratie, ne soit pour autant accordée au peuple. Cette ouverture s'est également faite au prix de nombreux déséquilibres entre territoires ruraux et territoires urbains, qui ne sont toujours pas résorbés aujourd'hui.